On dit que le deuil rassemble les familles, mais il révèle parfois qui sont les gens. Je m'appelle Eleanor, à 73 ans, je pensais avoir vu le pire que la vie puisse offrir. En mars dernier, lorsque mon fils Marcus s'est effondré d'une crise cardiaque à seulement 45 ans, j'ai senti mon monde s'écrouler. Mais un événement s'est produit qui a rendu cette douleur insignifiante. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin que Marcus aimait tant. Je partage enfin ceci, car chaque parent doit savoir à quel point les gens peuvent être cruels quand l'argent est en jeu. Si vous écoutez, indiquez votre localisation ci-dessous et abonnez-vous si cette histoire a besoin d'être entendue. Les funérailles étaient tout ce que Marcus aurait détesté. Claire, sa femme depuis 8 ans, a insisté pour une cérémonie fastueuse lors des funérailles les plus coûteuses. Une maison à Melbourne, des roses blanches partout, un quatuor à cordes, une réception avec traiteur pour 200 invités. Je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui rende hommage à l'homme doux qui m'apportait le thé tous les dimanches matins et réparait ma clôture cassée sans qu'on lui demande. Maman, laisse Claire s'occuper des arrangements. Marcus avait toujours dit que je lui parlais de sa froideur. Elle est juste différente de nous. C'était un euphémisme. En 8 ans, Claire ne m'a jamais appelé par mon nom. Toujours la mère de Marcus, ou simplement elle, quand elle parlait de moi. La cérémonie avait des allures de spectacle. Claire portait du noir de créateur, se tamponnant les yeux avec un mouchoir en dentelle et acceptant les condoléances comme une veuve endeuillée dans un film. J'étais assise au premier rang, le cœur brisé non seulement pour Marcus, mais aussi pour cette femme qui ne l'avait jamais vraiment aimé, jouant l'épouse parfaite. Elle tient le coup remarquablement bien. J'ai entendu quelqu'un murmurer derrière moi. Si seulement il savait ce que je savais, que Claire avait envoyé des SMS à un certain Ryan pendant toute la cérémonie. J'ai aperçu son téléphone alors qu'elle pensait que personne ne regardait. Après avoir déposé Marcus dans les décombres, les gens se sont rassemblés chez nous. La maison où j'avais élevé Marcus seul après la mort de son père, alors qu'il avait 12 ans. La même maison où Marcus avait amené Claire, sa nouvelle épouse, où je l'avais accueillie à bras ouverts, avec l'espoir sincère qu'elle deviendrait la fille que je n'avais jamais eue. Les invités s'éclipsèrent peu à peu à mesure que le soir approchait. Ma sœur Margaret m'aida à ranger, empilant les assiettes et pliant les chaises, tandis que Claire disparaissait à l'étage. Cette femme n'a pas bougé le petit doigt de la journée, marmonna Margaret en raclant les restes de sandwich dans des boîtes. Même aux funérailles de son propre mari, à 20 heures, il ne restait plus que Margaret et moi dans la cuisine. C'est alors que Claire apparut dans l'embrasure de la porte. N'étant plus la veuve endeuillée, son maquillage était frais, sa robe noire remplacée par un jean et un pull. Elle semblait soulagée. « Eleanor, il faut qu'on parle » dit-elle d'une voix sèche et professionnelle. Les fausses larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de froid et de calculateur. Margaret sentit immédiatement la tension. « Je devrais probablement rentrer, » dit-elle en me serrant l'épaule. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Après le départ de Margaret, Claire s'assit en face de moi à la table de la cuisine où Marcus et moi avions partagé des milliers de repas. La même table où il avait fait ses devoirs, où nous avions planifié son mariage, où, le mois dernier, il m'avait fait part de ses inquiétudes concernant les dépenses de Claire. « Cette maison » commença Claire en désignant la pièce. « Elle est à moi maintenant. Marcus et moi sommes mariés, ce qui signifie que j'hérite de tout. J'ai déjà parlé à une agente immobilière et elle pense qu'on peut obtenir au moins 2 millions pour cet endroit. » Je la fixai du regard, incapable de comprendre ce que j'entendais. « Claire, c'est ma maison. J'y vis depuis 35 ans. Marcus a grandi ici. » Elle haussa les épaules en examinant ses ongles manucurés. « C'est une absurdité sentimentale. La maison est au nom de Marcus, et maintenant elle est à moi. Je te donne 2 semaines pour faire tes valises et trouver un autre logement. Je suis sûr qu'il existe de belles maisons de retraite qui conviendraient à quelqu'un de ton âge. » La cruauté dans sa voix était à couper le souffle. Cette femme venait d'enterrer son mari et prévoyait déjà de vendre la maison de son enfance et de jeter sa mère à la rue. Marcus ne voudrait jamais de ça. Murmurai-je, les mains tremblantes. Il adorait cette maison. Il adorait ma présence. Claire rit. Un rire dénué de chaleur. Marcus était trop mou. Il se laissait manipuler par la culpabilité et les sentiments. Eh bien, je ne suis pas Marcus. J'ai des projets,
Et il n'inclut pas de soutenir sa mère âgée indéfiniment. Je repensais à toutes les fois où je m'étais mordu la langue lorsque Claire avait fait des remarques désobligeantes sur ma cuisine, ma décoration, mes manières démodées. Toutes les fois où Marcus m'avait demandé d'essayer de m'entendre avec elle parce qu'il nous aimait tous les deux. Tous les dîners de famille où elle était restée silencieuse, les yeux rivés sur son téléphone pendant que Marcus et moi parlions. Quel projet? Demandai-je. Même si j'appréhendais la réponse, ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Ryan et moi déménageons sur la Gold Coast. Nous allons ouvrir un hôtel-boutique. La vente de cette maison nous apportera le capital nécessaire pour concrétiser notre projet. Ryan, le nom qu'elle avait entendu sur son téléphone pendant les funérailles. Mon fils n'était même pas encore au sol, et elle planifiait déjà sa nouvelle vie avec un autre homme. Depuis combien de temps? Demandai-je doucement. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps vois-tu Ryan pour la première fois? Claire parut mal à l'aise. Ça ne te regarde pas. Ce qui compte, c'est que je sois généreuse en te donnant 2 semaines. Je pourrais te faire sortir demain si je le voulais. Je me levai lentement, les jambes tremblantes de choc et de chagrin. Marcus te faisait confiance. Il t'aimait. Marcus était naïf, dit-elle en se levant à son tour. Il pensait que l'amour suffisait. Mais l'amour ne paie pas le style de vie que je mérite. Cette maison, son assurance-vie, ses économies, tout est à moi maintenant, et j'ai l'intention de l'utiliser pour construire quelque chose de mieux que cette prison de banlieue. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit où j'avais réconforté Marcus pendant ses cauchemars d'enfance, où je l'avais soigné pendant sa varicelle et ses cœurs brisés. La maison semblait différente maintenant, souillée par les mots de Claire. Chaque pièce gardait des souvenirs de mon fils, mais ils étaient désormais éclipsés par le fait que la femme qu'il avait épousée ne considérait sa maison que comme une marchandise à vendre. J'ai pensé appeler Margaret, mais que pouvait-elle faire? J'ai pensé à me battre en justice contre Claire, mais j'étais une veuve de 73 ans avec une pension. Elle avait raison sur un point, la maison était au nom de Marcus, et elle était sa femme. L'aube de da a percé les rideaux de ma chambre. J'ai pris une décision. J'allais faire mes valises et partir discrètement. Non pas parce que Claire méritait de gagner, mais parce que je ne supportais pas de transformer le souvenir de mon fils en champ de bataille. Marcus avait toujours détesté les conflits. Il avait toujours essayé de maintenir la paix entre nous. Mais alors que je commençais à sortir des albums photos de ma commode, quelque chose m'a agacé. 3 mois auparavant, Marcus m'avait demandé d'être témoin de documents qu'il signait. Juste des formalités juridiques ennuyeuses, maman. Il avait dit, mais j'ai besoin d'un témoin qui ne soit pas Claire. Le souvenir de ces documents me hantait tandis que je pliais les vêtements de bébé de Marcus dans des cartons. Pourquoi aurait-il besoin d'un témoin qui ne soit pas Claire? J'avais signé sans lire, faisant entièrement confiance à mon fils. Mais maintenant, ces papiers me semblaient importants. Le jeudi matin, exactement 1 semaine après les funérailles, j'étais en train de scotcher mon 3e carton quand la sonnette a retenti. Claire était partie tôt avec ses valises, marmonnant quelque chose à propos de finaliser les arrangements avec Ryan. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un autre visiteur de sympathie, mais par le Judas, j'ai vu un homme en costume coûteux portant une mallette. Madame Eleanor Whitmore, m'a-t-il demandé lorsque j'ai ouvert la porte. Je suis James Patterson, du cabinet Patterson et Associés. J'étais l'avocat de votre fils Marcus. Mon cœur a fait un bond. Veuillez entrer. Il est entré dans le salon, jetant un coup d'œil inquiet à mes cartons à moitié remplis. Madame Whitmore, je suis perdu. Pourquoi faites-vous vos bagages? J'ai expliqué l'ultimatum de Claire, voyant son expression s'élargir. De plus en plus troublé. Quand j'ai eu fini, il a lentement secoué la tête. Madame, avec plus. Je crains qu'il y ait eu un sérieux malentendu. Puis-je vous demander si quelqu'un vous a lu le testament de Marcus? Son testament? Je l'ai regardé fixement. Claire a dit que tout lui revenait automatiquement en tant qu'épouse. Monsieur Patterson a ouvert sa mallette et en a sorti un épais document. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a 3 mois, Marcus est venu à mon bureau, très angoissé. Il a découvert des informations troublantes sur les activités de sa femme et voulait s'assurer que vous étiez protégé. Mes mains tremblaient tandis qu'il étalait des papiers sur la table basse, la même table où Claire avait lancé son cruel ultimatum. Marcus a établi une fiducie entre vifs,
a expliqué M. Patterson. Bien que Claire hérite de ses effets personnels et de la moitié de ses économies, cette maison et la majorité de ses biens ont été placés en fiducie avec Hugh comme principal bénéficiaire. La pièce a pivoté autour de moi. C'est impossible. La maison est au nom de Marcus. Elle l'était, mais il a transféré la propriété à la fiducie 6 semaines avant son décès. Légalement, vous êtes propriétaire de cette maison, madame Whitmore. Tu l'as toujours fait depuis la création de la fiducie. J'ai repensé aux documents dont j'avais été témoin. La nervosité de Marcus ce jour-là, son insistance pour que Claire ne soit pas présente. Il savait. J'ai murmuré. Il soupçonnait sa femme d'avoir une liaison. Monsieur Patterson a confirmé gentiment. Il a engagé un détective privé et a découvert qu'elle fréquentait un certain Ryan Mitchell depuis plus d'1 an. Il a également trouvé des preuves qu'elle l'avait poussé à souscrire une assurance vie supplémentaire et qu'elle avait fait des recherches sur les accords de divorce. La trahison a été plus profonde que je ne l'aurais imaginé. Pas seulement la liaison de Claire, mais la façon calculée dont elle avait planifié de quitter Marcus tout en maximisant ses gains financiers. Il y a plus. Monsieur Patterson a continué. Marcus a laissé des instructions détaillées. S'il lui arrivait quelque chose, je devais attendre 1 semaine avant de vous contacter. Il voulait voir comment Claire se comporterait en son absence. Il la testait. J'ai compris que, d'une certaine manière, oui, il espérait se tromper sur son caractère, mais il voulait que vous soyez protégés de toute façon. Juste à ce moment-là, nous avons entendu la clé de Claire dans la porte d'entrée. Elle est entrée dans le salon en discutant au téléphone, mais s'est arrêtée net en voyant M. Patterson. « Ryan, je te rappelle » a-t-elle dit rapidement, raccrochant. « Qui êtes-vous » ? James Patterson, l'avocat de Marcus. Je crois que nous devons discuter de la succession de votre mari. L'assurance de Claire a légèrement faibli, mais elle s'est vite rétablie. Bien sûr, je m'y attendais. Quand pourrons-nous finaliser le transfert de biens ? Monsieur Patterson désigna les papiers étalés sur la table. Madame Mitchell, je crains qu'il y ait eu un malentendu concernant votre héritage. C'est Madame Whitmore. Claire le corrigea sèchement. Et quel malentendu ? Votre mari a établi une fiducie entre vifs 3 mois avant son décès. Bien que vous héritiez de certains biens, la maison et le domaine principal appartiennent à sa mère. Le visage de Claire s'est évanoui. C'est impossible. Je suis sa femme. Tout revient à son épouse. Surtout pas quand elle a une liaison et envisage de partir. Dit calmement M. Patterson. Marcus a documenté avec soin votre relation avec Ryan Mitchell. Le masque de Claire a finalement complètement disparu. Vous ne pouvez rien prouver. Marcus est mort. Il peut témoigner. Quels que soient les mensonges que vous croyez avoir, M. Patterson a sorti une enveloppe manille. En fait, il le peut. Il a laissé une déclaration vidéo enregistrée dans mon bureau expliquant les raisons pour lesquelles il a créé la fiducie. Il a également laissé cette lettre pour vous. Les mains tremblantes, Claire a ouvert l'enveloppe. En la lisant, son visage a traversé toute une gamme d'émotions, le choc, la colère, et enfin la défaite. La lettre était brève, mais je voyais bien qu'elle contenait des détails que seul Marcus connaissait. « C'est ridicule » a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction. « Je contesterai. Je contesterai devant le tribunal. »« C'est votre droit » a répondu M. Patterson. Cependant, je dois préciser que Marcus a également documenté votre liaison de manière exhaustive. Si vous décidez de contester le testament, toutes ces preuves deviennent publiques. J'imagine que Ryan pourrait trouver cela inconfortable. Claire a froissé la lettre, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. « Combien » a-t-elle finalement demandé. « Je suis désolé. Combien vais-je toucher de ses économies et de son assurance » Monsieur Patterson a consulté ses papiers. Après impôts et frais juridiques, environ 40 000 $. C'était une fraction de ce qu'elle avait espéré, à peine assez pour l'acompte sur l'hôtel-boutique qu'elle avait prévu. La maison à elle seule valait 50 fois cette somme. « Je veux que tu sortes de chez moi, » dis-je doucement. C'était la première fois que je parlais depuis l'arrivée de M. Patterson, et ma voix était plus forte que je ne le pensais. Claire me regarda avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, Eleanor. Je trouverai un moyen de joindre Madame Mitchell. » M. Patterson m'interrompit.
Je dois vous informer que menacer le bénéficiaire d'une fiducie légale est un délit. Je vous suggère de récupérer vos affaires et de partir paisiblement. Cet après-midi-là, j'ai regardé Claire charger sa voiture de valises depuis la fenêtre de ma chambre. Elle se déplaçait avec colère et saccade, claquant le coffre et les portières. Avant de partir, elle leva les yeux vers la maison une dernière fois. Même de loin, je pouvais lire la fureur dans son attitude. Monsieur Patterson est resté pour m'expliquer les détails de la fiducie. Marcus avait été incroyablement minutieux, s'assurant que je n'aurais plus jamais à me soucier d'argent ou de logement. Il avait même prévu des dispositions pour l'entretien de la maison et les soins de santé. Il vous aimait profondément, dit monsieur Patterson en s'apprêtant à partir. Il était profondément attristé par la trahison de Claire, mais sa principale préoccupation était toujours votre bien-être. Ce soir-là, j'étais assise dans le fauteuil préféré de Marcus, tenant la lettre qu'il m'avait laissée. Son écriture tremblait. Il devait être ému en l'écrivant. « Maman, ça a commencé. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que Claire a révélé son vrai visage. Je suis désolée de n'avoir pu te protéger de sa cruauté de mon vivant. Mais j'espère que cette confiance lui permettra de ne jamais te faire de mal. Tu m'as tout donné. Amour, stabilité, valeur. Cette maison renferme tous nos meilleurs souvenirs. Elle doit rester dans notre famille, là où elle doit être. Je t'aime toujours, Marcus. » 6 mois plus tard, j'apprenais que l'aventure hôtelière de Claire et Ryan avait échoué lamentablement. Ils avaient sous-estimé les coûts et surestimé leurs compétences en affaires. Selon Margaret, qui avait appris la nouvelle par des amis communs, Claire travaillait comme réceptionniste à Brisbane et Ryan était retourné vivre chez son ex-femme. Je vis toujours dans notre maison familiale, entouré des souvenirs du fils qui m'aimait suffisamment pour percer à jour les mensonges et me protéger même après ma mort. Le jardin est plus fleuri que jamais, et j'ai commencé à organiser des dîners dominicaux pour des voisins qui sont devenus comme des membres de ma famille. Parfois, je repense aux paroles de Claire lors de cette terrible nuit. Elle qualifiait cet endroit de prison de banlieue. Elle avait tort. Cette maison n'est pas une prison. C'est un sanctuaire construit sur l'amour, le sacrifice et le lien indéfectible entre une mère et son fils qui comprenait vraiment ce que signifie la famille. Leçon de morale. La plus grande victoire de l'amour ne réside pas dans les grands gestes, mais dans une protection silencieuse qui perdure au-delà de la mort, nous enseignant que les liens familiaux authentiques triomphent des illusions temporaires de la cupidité.